C'est le polynectar. Polynectar, mais oui. En fait, on a dit bon, on prend des micros, on dit des conneries et on voit ce que ça fait. Mais je sais pas si c'est ma veste. Le quoi? Mais c'est pas possible. Il faudra couper. Ah bah à quel moment faudra couper? Vous allez tous mourir comme des merdes. Vous allez pas profiter de votre vie et vous allez mourir. C'est bon? Mais de toute façon, c'est on ne connaît rien sur les sujets auxquels on parle. Ça commence bien. Hein. Bon, podcast numéro 4. On pensait parler du perfectionnisme. Donc ça peut prendre plein de formes. Là justement, on perfectionnait à trouver des idées et des choses à dire sur le sujet. Ça peut avoir plein de formes. Moi, la chose que je vois, c'est pour la musique. A tendance à être trop perfectionniste quand on fait une musique. Après, je sais pas si vous avez d'autres choses que vous voyez. Perfectionnisme Ouais. dans tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. Ouais. Très exigeant envers soi-même. Je pense qu'on a des standards extrêmement élevés. Et je pense qu'on pourrait même parler de la compétition en société moderne. Parce que c'est avec les réseaux sociaux, on a tendance à croire que tout est parfait chez les autres. Et bah, du coup, on a un peu cette idée-là de on est à la traîne et il faut qu'on arrive à faire parfait comme eux. Mais à la réalité et tout autre, c'est très différent sur les réseaux sociaux finalement. Bah, après, ça dépend sur quel sujet, sur quel point on se compare. Parce que oui, sur les réseaux sociaux, il va y avoir de la comparaison, mais sur quel sujet en fait? Eh ben, moi je peux témoigner, j'ai eu il y a quelques temps ce qu'on appelle, alors après évidemment en auto-diagnostic, donc ça peut vouloir tout dire et rien dire, Tu es mais le zèbre. syndrome de l'imposteur. Je sais pas si vous connaissez ce syndrome-là. Harry Potter, ça? Le syndrome de l'imposteur, ça consiste à dire, en fait, on se sent pas légitime dans ce qu'on fait. C'est quand on prend la potion magique Non, pas la potion et magique. tu te transformes en mec de Serpentard. What? Imposteur, pas la potion. Oh là là. Bon, en tout cas, ce podcast n'est pas du tout perfectionniste. Hein. On fait beaucoup de. On rigole beaucoup déjà. Bon, enfin, ouais. C'est le polynectar. Polynectar, mais oui. Oh my god. Bon, bref. Bon, enfin, ouais. Du coup, le syndrome d'imposteur, c'est vraiment de se dire qu'on n'est pas du tout légitime dans ce qu'on fait. Euh, dans mon cas, je suis UX designer. Euh, j'ai souvent l'impression que les gens qui sont sur les réseaux et qui montrent leur travail du UX design sont meilleurs que moi. Ouais. Parce que justement, c'est un biais cognitif qu'on a quand on regarde par exemple un portfolio de quelqu'un d'autre. C'est que les travaux sont bien faits et tout, mais on ne dit jamais le process qu'il y a derrière de ce portfolio. C'est que souvent la personne elle a dû passer par des moments de doute, d'erreur avant de pouvoir réussir à faire ce portfolio. Et on apprend en faisant des erreurs. Mais ça, on ne le montre pas sur les réseaux sociaux. On montre que la partie émergée de l'iceberg. On ne montre pas la partie immergée qui est justement tout le process qu'il a fallu à la personne pour y arriver. Et on ne dit pas non plus, par exemple, que la personne, oui, on peut le lire quelque part, mais la personne a 10 ans d'expérience dans le métier. Donc forcément, c'est pas comparable si on a commencé le... Oui, aussi, non. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être ton cas aussi pour la musique, c'est peut-être le cas de You aussi pour d'autres domaines, mais le réseau social, ça ne met pas les gens sur un pied d'égalité, Ouais. comme on voudrait le faire croire en fait. On montre jamais et c'est souvent c'est ça aussi qu'on voit sur Instagram. Je donne un exemple, mais il y a des gens qui montrent leur vie, elle est parfaite, mais ils montrent pas par exemple qu'il y a eu hier une grosse pluie, une inondation, enfin voilà. Donc on montre jamais parce qu'on veut pas en fait, tout simplement. Parce qu'on est perfectionniste aussi un peu quelque part. On veut montrer le parfait, mais jamais l'imparfait. Et ça c'est dommage. Oui, bah, comme tu dis justement, c'est vrai que on a tendance à mettre que ce qui nous met en avant. Bon, en tout cas, partager que ce qui nous met en avant sur les réseaux sociaux, mais c'est valable aussi dans la vie. Et c'est normal, on essaye d'avoir l'air sous notre meilleur profil tout le temps. Et il y a une autre chose aussi, c'est comme tu disais, quand on se compare avec les gens qui partagent,
il y a aussi beaucoup de bullshit parfois selon les réseaux sociaux. Ouais. Genre, je pense à LinkedIn, c'est très bien comme plateforme, mais par contre, des fois, ça bullshit à fond. Tu vois, genre, les mecs, ils ont fait un truc, genre, je sais pas, ils ont sorti. En gros, ils ont eu une petite galère, ils transforment ça en aventure absolument épique. Et bon, je trouve ça un peu bizarre, tu vois, et ça dévalorise certaines choses. Enfin, C'est vrai que sur LinkedIn, c'est un peu cringe, hein. Des fois, ça il y a fait la il y a des posts, par exemple, j'ai fait la pire erreur de ma vie, mais ce que j'ai appris, voici les leçons que j'ai apprises. avec plein d'émojis, là. Ouais, et c'est vrai que en fait, on s'en sort jamais avec ce genre de contenu. C'est toujours pareil, c'est très aseptisé, et c'est pas, en réalité, ça apporte pas réellement à la personne qui le lit. Je pense que c'est plus une auto-validation de la personne, mais c'est vrai que c'est amplifié. Il y a un syndrome de, enfin, il y a comme un phénomène d'amplification un peu de ce qu'on vit sur les réseaux sociaux, et c'est pas la réalité, quoi. C'est pas la réalité, hein. Si vous êtes sur Reddit de temps en temps, il y a un groupe Reddit qui s'appelle LinkedIn. Je crois que c'est LinkedIn FR et il compile tous les trucs les plus cringe, les posts les plus cringe de LinkedIn. C'est hilarant. Oh, c'est génial. Mais après, comme tu disais aussi de se comparer aux autres, ça peut être positif de se comparer aux meilleurs dans les domaines auxquels on aspire à être bon. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais. Je m'inspire, oui, toujours, et je me compare toujours aux meilleurs compositeurs. Maintenant, il faut être conscient que si on n'est qu'au début de sa vie et de sa carrière dans un domaine, c'est normal de ne pas être encore à ce niveau-là. Et aussi étudier quand est-ce qu'ils étaient à leur prime, entre guillemets, et combien de temps est-ce que ça leur a pris. Parce que quand on compare certains gens typiquement compositeurs, quand on regarde le début de leur carrière et la fin de leur carrière, parfois ça a pris 20 à 30 ans avant de vraiment décoller, que leur œuvre magistrale ait été composée, quoi. Donc ouais, faut prendre ça aussi en compte. Et j'avais regardé, je crois, c'était John Williams, l'âge auquel il avait composé la BO du premier Harry Potter. Je crois qu'il avait genre 69 ans ou un truc comme ça. Ah oui, ça fait un âge, hein. Il avait fait Star Wars aussi avant, mais je crois que quand il avait composé Star Wars, il avait la quarantaine bien passée, tu vois. Il avait pas fin vingtaine, quoi. Même si fin vingtaine, je crois qu'il a fait des trucs très sympas, mais on va dire que son prime, ça a mis un petit moment, quoi. Et il y avait une étude, il y avait une infographie là-dessus, du temps que ça avait pris aux gens qui avaient accompli quelque chose dans leur vie, par rapport à leur début, à leur prime, le temps que ça avait pris. Et en réalité, on se rend compte que ça prend énormément de temps, et parfois même énormément. Je crois qu'il mettait par exemple Pasteur ou des gens comme ça. Et le fait de se comparer maintenant à des personnes qui sont au top, ça peut être assez frustrant et pas rendre dépressif, mais Ouais, source de stress parce que source de stress, parce qu'on se dit maintenant, j'aimerais maintenant être comme ça, mais en réalité, ça prend du temps. Et si on se compare à nous, il y a, par exemple, bon, on est jeune, donc on ne peut pas se comparer à il y a 20 ans, mais admettons 10 ans, est-ce qu'il y a un progrès? Et moi, quand j'écoute ce que j'ai fait il y a 10 ans par rapport à maintenant, on dirait qu'il y a une autre personne. Donc en fait, oui, il y a une amélioration. Et je pense qu'il faut arriver à se projeter dans encore 10 ans. Dans encore 10 ans, je serai meilleur que le moi il y a 10 ans, etc. Et petit à petit, on se rapproche effectivement des meilleurs. Mais c'est génial parce que ce genre d'exercice, on le fait rarement de se comparer avec la version de soi-même d'il y a 10 ans. Parce que ça serait vraiment un exercice très utile à tout le monde pour se faire du bien un peu en quelque sorte. 10 ans, c'est vrai que nous on a commencé nos études il y a un petit temps maintenant. Donc on peut dire il y a 10 ans on a commencé à faire notre art. Et c'est vrai que si moi je compare le travail que j'ai fait il y a 10 ans par rapport à maintenant, c'est un monde entre les deux. Mais en vrai, je pense que c'est un exercice qui serait super utile. Après, comment on le ferait, mais au moins de réfléchir à comment on pourrait faire cet exercice-là pour en tout cas avancer plus sereinement parce qu'on se dit, bah, on a progressé, quoi. Moi, sur le perfectionnisme et sur ce que tu disais, les réseaux sociaux, tout est toujours parfait, etc., il y a un état d'esprit que j'avais pas, et je pense que c'est dû à mon éducation, où en fait, maintenant, l'état d'esprit que j'ai, c'est que je pense que le monde est une compétition,
et qu'il faut être le meilleur dans tout. Enfin, dans tous les domaines, il faut chercher à être la meilleure version de soi-même. Et que le monde est un immense... soit une compétition, soit un immense marché ouvert, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour les relations amoureuses, que ce soit pour tout. Et avant, j'avais pas cet esprit de compétition et d'être le meilleur, parce que j'avais l'esprit de... tu sais, un peu bisounours, l'important c'est de participer. Et quand tu as dit tout à l'heure, oui, les gens montrent le meilleur et tout, mais en fait, moi, l'avantage, c'est que même si c'est faux, ça te motive à t'améliorer. Même si c'est full bullshit, le fait d'être entouré de ça, une fois que tu as compris que c'était une compétition, tu te rends compte que les autres sont parfois loin et que il faut commencer à avancer. Et moi, pendant longtemps, en fait, j'avais pas du tout cet esprit-là. Mais après, c'est vrai que ça peut pousser à s'améliorer et je pense que c'est les réseaux sociaux qui ont un peu amplifié cette sentiment d'être en confrontation avec tout le monde. Parce que on a maintenant avec ça, on peut parler avec des gens du monde entier et on peut voir le contenu de gens qui ne sont pas du tout dans notre pays. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Internet, souvent on était plus confronté de manière locale, donc c'était peut-être moins confronté avec le monde entier. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on a cette opportunité de pouvoir rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si on n'avait pas Internet. Par contre, c'est vrai que ça peut booster la motivation, mais encore une fois, le perfectionnisme, c'est un trait qui peut aussi avoir des revers, qui est par exemple la procrastination, la peur de l'échec. Souvent, on a peur de se confronter parce qu'on a peur de l'échec, tout simplement. De se dire qu'on n'est pas à la hauteur des personnes qui ont réussi à faire des choses, et on se bouge jamais à vouloir atteindre ces objectifs-là, parce qu'on veut de suite le parfait, le résultat parfait qui va nous mettre au même niveau que ces personnes-là. Alors que la réalité de ces personnes, c'est que souvent, la plupart du temps, ce sont pas des génies, ce sont juste des gens qui ont accepté d'avancer dans le doute et en faisant des erreurs, et qu'ils ont appris en faisant des erreurs. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est vraiment... pour moi, c'est... Mais après, ça veut pas dire que ma vie, elle a toujours été comme ça. Je veux dire, il y a des moments où je voulais pas faire des erreurs parce que j'avais pas envie, tout simplement. Mais voilà, c'est ça le problème en fait du perfectionnisme avec notamment avec les réseaux sociaux, c'est que on veut du parfait de suite. Mais en fait, personne n'est parfait sur ce qu'il fait. Ouais, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de fois ce problème de pas me lancer parce que j'essayais d'avoir le meilleur résultat possible avant de me lancer. Et au final, tu lances jamais la chose. Donc oui, c'est clairement un frein et clairement, il faut commencer, même si c'est pas parfait, il faut toujours le... Je pense que maintenant, quand tu lances un projet, il faut que ça sorte le plus vite possible, enfin entre guillemets, Ouais. mais que de sortir quelque chose, c'est comme le podcast en fait. C'est-à-dire que si on avait attendu d'avoir des enregistrements hyper clean, d'avoir des sujets hyper pointus, des discussions, tout, on se serait jamais lancé. En fait, on a dit bon, on prend des micros, on dit des conneries et on voit ce que ça fait. Et au moins, même si c'est pas parfait, au moins il y a quelque chose. Et ça, je pense que c'est ça dans tous les trucs, il faut faire ça. Alors, je pense qu'il faut avoir un standard quand même, un standard minimum pour pas non plus faire n'importe quoi. Mais regarde, le sujet de mais cet sinon, épisode, on a choisi. Alors, cet épisode-là, on l'a choisi 5 minutes littéralement avant de lancer pas du tout comme les autres épisodes qu'on avait préparés à l'avance, bien entendu. Non, c'est pas du tout préparé, mais c'est des sujets qui nous parlent, donc c'est facile pour nous de s'exprimer dessus. Mais oui, moi je pense que tous les projets sont construits sur des malentendus ou sur... D'accord. Et... D'accord. Pourquoi t'as la fumée sur ta veste ou... Non, je trouve ça sent le c'est tout. Ça sent le... Mais je sais pas si c'est ma veste. Ça sent le quoi? Mais c'est pas possible. Bon, je pense qu'on va couper ça, peut-être, ou... Mais non, mais en fait, je précise, c'est moi qui fais l'édition du podcast et je suis obligé de tout biper. Oh pardon, tu disais quelque chose?
Je me rappelle plus. Je suis désolé, Ah tu bah m'as voilà. perturbé. Bon, enfin voilà, du coup, le perfectionnisme n'est pas du tout au sujet de cet épisode et c'est pas plus mal. Ça fait du bien de pas toujours suivre un plan très rigide ou parce qu'on avait un idéal sur un épisode en fait. On a juste voulu faire un épisode parce que ça nous fait, on s'éclate à faire ça. Et on crée quelque chose de consistant parce qu'on a accepté de faire des erreurs et tous les podcasts, je pense que vous avez vu depuis le premier épisode, il y a forcément des choses qui sont reprochables, mais qui sont améliorables. Et je trouve que ça fait même plus plaisir d'avoir des interactions avec le public, des retours sur notre podcast, parce que ça nous permet, ça nous motive en fait de s'améliorer sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et même moi, je trouve que finalement, en faisant cet exercice de podcast, ça m'a aidé énormément sur l'élocution. J'ai vu les premiers épisodes et je me dis, mais c'est fou le nombre de en fait que je dis. ça pareil. Et là, j'ai conscientisé le truc en écoutant l'épisode 2. Je me dis, mais c'est pas possible. Les gens qui m'écoutent, ils doivent se dire, mais il a des problèmes de tic. Et là, l'épisode 3, je pense que j'en fais beaucoup moins, des en fait. Et l'épisode 4, bah, je vais essayer de vraiment pas le faire du tout. Donc ça, c'est une courbe d'amélioration qui est géniale pour moi. Et voilà. Donc le perfectionnisme, c'est un trait que j'ai et j'aimerais bien m'en débarrasser. Le résultat, il est là. Il faut se lancer sans forcément réfléchir. Après, c'est comme tout. C'est comme tu sais, quand on dit quel est votre pire défaut, le perfectionnisme. En réalité, c'est une qualité, c'est très bien de l'avoir. Mais comme toutes les qualités, enfin, comme tout dans la vie, en fait, c'est une question de dosage. À partir du moment où c'est trop, ça devient négatif. Voilà, il y a une limite Oui. à tout. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à être trop perfectionniste aussi. Tout le monde dit ça, hein, mais bon. Mais vraiment, au point que parfois ça me bloque. Et je me rends compte que je prends plus plaisir quand je lâche prise, entre guillemets. Mm. Et j'essaye de pas être perfectionniste du tout. Je m'amuse. Bah, comme pour le podcast, en fait. Là, je n'essaie pas d'être perfectionniste du tout. Et je prends beaucoup plus plaisir qu'en essayant d'avoir un plan et de faire vraiment le plus beau possible, etc. Et parfois, c'est plus intéressant d'avoir cette approche-là que d'être trop perfectionniste parce que c'est trop carré, c'est lisse, enfin, dans ce qu'on crée, il n'y a pas d'humanité, quoi. Ouais. Il n'y a pas d'âme, c'est ça. Donc, il faut ressentir les choses. Bon, après, là, je parle pour des choses un peu artistiques, évidemment, mais même pour d'autres choses, ça se ressent, en fait. Quand on met une âme dans quelque chose, plutôt que, bon, faut que ce soit tout carré, il n'y a pas un poil qui déplace. Ouais, mais c'est lisse comme tant d'autres choses. Et après, je pense que c'est mieux de fonctionner en termes de versionnage, non? En versionnage, en gros, j'entends par versionnage, c'est te dire la V1, je la fais parce que je vais la faire. Et après, la V2, c'est vraiment, tu t'éclates à dire qu'est-ce que je pourrais améliorer dans la V1. Alors que le perfectionnisme, c'est vouloir être à la V12 dès le début. Alors qu'on n'a même pas fait la V1, la V2, la V3, quoi. Et souvent, les meilleurs résultats, c'est le résultat d'amélioration continue du projet, quoi. Ouais, c'est pas bête. Je vais essayer de faire ça maintenant quand je fais des choses. Je vais me dire, ok, là c'est la V1, Voilà. je m'amuse. C'est ça. Et après, je tombe dans le travers. Ah, c'est pas bête ça, je vais essayer. Ouais. Parce qu'en T'as vrai, bien joué. tu assumes complètement ton travail. Tu dis que la V1, c'est pas du tout le résultat final dans ta tête. C'est excellent, hein, comme j'avais jamais eu cette allégorie, je trouve ça excellent. Je vais l'appliquer. Je dis au prochain podcast ce que j'ai fait avec et si ça a marché, mais t'as bien trouvé. Ouais, parce que en fait, c'est souvent, je pense qu'on prend personnellement énormément notre travail, en fait, et on se dit, ah, mais le résultat, il est pourri, donc ça veut dire que je suis nul. C'est vraiment ça, hein. C'est souvent, on se dit ça. Alors que la réalité, il y a des artistes, par exemple, qui ont fait des bids internationaux. Ils ont présenté ça à tout le monde, littéralement, ils ont présenté un projet. Ils se sont dit, ouais, il est incroyable, et en fait, ça a fait un bid. Mais pourtant, ça a pas changé la perception que vous avez de l'artiste. Je veux dire, il a fait des choses formidables, il a fait des choses un peu moins formidables, il a fait des choses complètement minables. Mais c'est littéralement ça. Et souvent, on définit notre travail comme étant notre personnalité, alors que pas du tout. C'est décorrélé, en fait. En fait, parfois dans ce qu'on crée, on met beaucoup trop d'intention et d'émotionnel dedans. Et on s'y attache trop. Et on se dit, si jamais ce n'est pas parfait, ça veut dire que je ne vaux rien. Et toute ma valeur réside dans ce que je vais créer. Et si ce que j'ai créé, bah, ça n'a pas plu, alors que pourtant tu as été ultra perfectionniste dessus, bah ça va pas. Alors que c'est pas grave. Hein. En soi, on fait un produit, il y a des retours dessus. Comment est-ce que tu peux l'améliorer jusqu'à qu'il soit parfait, mais le mieux possible.
Mais le problème, et ça c'est beaucoup pour ceux qui commencent dans quelque chose, c'est de vouloir être parfait directement. Et ça c'est beaucoup pour ceux qui font de la musique, c'est genre, souvent, les gens ont du mal à finir leur première musique. C'est souvent une étape clé, et la poster en fait. Parce que vraiment, tu as envie que ce soit parfait. Ouais. Alors que, bon, en réalité, ta première musique, tu l'as finie, tu l'as postée, c'est pas fou. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais tu mets tellement d'émotionnel dedans que c'est trop dur. Et il faut arriver à lâcher un peu prise, et c'est ça, je pense, le plus difficile. C'est super dur, ouais. Je suis complètement d'accord avec ça. Et après, ce que tu disais, Yo, c'était le fait qu'on puisse voir ça comme une compétition. Selon les domaines, je pense que c'est plus axé compétition que d'autres. Après, c'est aussi une vision. Je pense que c'est un peu vrai. Et il faut s'en servir de façon positive, pardon. Et se dire que c'est une compétition, pas amicale, mais ouais, comme un facteur de motivation, quoi. Pas, ok, bon bah c'est une course, faut que je sois absolument le premier. Si je suis pas le premier, je suis une merde, et c'est comme ça. C'est pas. Il y en a qui fonctionnent comme ça, il y en a qui fonctionnent très bien comme ça, mais ça fait un peu genre. Ouais, quelqu'un qui a quelque chose à prouver, qui a un petit mal-être ou quoi, et j'aime pas trop. Je pense que le mieux c'est. Ok, les autres sont meilleurs, comment est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour faire partie de ces gens-là. Et ça doit être une motivation. Bah, c'est comme la jalousie un petit peu, ou l'envie. Mais ouais, la- quand on voit quelqu'un qui est meilleur que nous, on peut être ou jaloux, et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, on est jaloux, donc on va essayer de la dénigrer, plutôt que d'essayer de s'élever et d'atteindre son niveau. Et je pense que du coup, bah, le mieux c'est qu'est-ce que je peux faire moi pour atteindre son niveau. Ou même le dépasser. Bah, idéalement. Bon, là, après, là, Ouais. faut pas tomber dans l'arrogance, mais est-ce qu'on peut voir quelque chose encore plus grandiose? C'est ça, et ça peut-être ça motive aussi. Je pense que le fait de vouloir essayer de dépasser le meilleur, c'est une bonne chose, parce que ça nous pousse à aller le plus loin possible. Mais faut pas que ce soit painful, genre si je ne les Ça dépasse soit- pas, je ne vaux rien, je saute d'un pont. Tu vois, Ouais. il y a toujours, c'est une question de dosage. Et ben ouais, en gros, conclusion, très simplement, ce que je m'exprime mal, il faut que ce soit positif et que ça aide à se motiver, à être le meilleur, et pas que ce soit quelque chose de painful. Non, mais je suis d'accord. C'est que. Encore heureux. Parce que. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai tendance aussi à être des fois déprimé comme ça, en se disant qu'on est loin des meilleurs, ou ouais, en essayant trop de se comparer. Et en fait, il faut se comparer avec soi-même. Parce que, comme tu l'as dit, Ouais. c'est un coup à si tu es déprimé parce que tu penses que tu es dans une compétition, ça sert à rien. Mais si tu cherches pas à atteindre un certain idéal ou un certain but, bah, t'avances pas. Et je pense que l'avantage, si tu te compares avec toi-même, c'est que t'es entre guillemets facile à battre. Oui, Enfin, c'est beaucoup plus facile de gagner face à toi-même que de gagner face aux meilleurs du monde dans le domaine. Et du coup, ça te permet de progresser aussi. Et sans te sentir non plus comme une merde, puisqu'en fait, tu t'améliores petit à petit. Et ben, par rapport à ça, je sais pas si vous avez vu, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Kaizen. À cause de Inoxtag. Non, alors, non, À cause c'est des pas à mangas cause d'Inostag, mais c'est vrai que Inostag a remis un peu au goût du jour par rapport au titre de son documentaire. Je pense que vous l'avez Je ne vu. connais pas. Mais vous connaissez la méthode Kaizen ou pas? Non. Bah, c'est une philosophie japonaise qui existe depuis pas si vieux que ça. Et je crois qu'en plus, c'est même pas juste japonais, c'est une philosophie qui a le croisement de la philosophie occidentale et orientale. Oh, qu'est-ce que tu dis? Mais ça Ok. va pas, hein. Je ne censure plus rien, je m'en fous. Non mais t'es un malade. Oh, oh. Non mais insupportable, hein. Il faudra couper. Ah bah à quel moment faudra couper? Ah bah tu Et vois. ouais, Hein. et c'est Fais Flo, attention. De toute Et façon, c'est- ça coûte tout. et c'est Flo qui va passer son temps à couper Putain, ça. toutes les erreurs de You. Enfin, c'est pas grave. Ça te permettra de t'améliorer. Bon, rentre au sujet. Bon, on va y aller. Du coup, la méthode Kaizen, c'est, comme je l'ai expliqué, un croisement de philosophie orientale et occidentale qui consiste à dire que pour s'améliorer, il faudrait penser l'amélioration. Il faudrait faire par jour plus 1%. Le minimum.
Et parce que en faisant plus 1%, on se dit c'est facile finalement de faire plus 1%, c'est pas si compliqué que ça. Ouais, mais au bout d'un an, on fait plus 300, je sais pas combien de pourcents. Voilà, exactement, t'as tout compris. 365. Voilà. Exact. Bien joué. Plus 300, plus 365%, donc c'est énorme en fait finalement de se dire sur un an on a réussi à progresser de plus 365%. C'est comme si on avait fait 3 fois l'objectif de 100% en fait. Bon, c'est un peu fallacieux de dire ça, mais la réalité c'est qu'on progresse de cette manière-là. Alors que si on disait j'aimerais tellement de pouvoir progresser plus de 300% une journée, c'est pas possible en fait, personne pourra s'améliorer plus 300% sur une journée. Mais par contre, plus 1%, c'est facile. Et si on est conscient de tous les jours qu'on s'améliore. Donc le plus 1%, de manière concrètement, ça serait quoi? Ça serait par exemple, aujourd'hui, j'ai fait la peinture d'un mur. Sérieux? Non, c'est pas vrai, mais j'ai fait 1% du mur. Voilà, et quel mur? alors que, tu vois, si je sais pas, ça m'aurait pris 40 heures de faire d'un coup, je serais épuisé. Alors que si j'avais pris juste 15 minutes tous les jours pour peindre ce mur, bon, c'est un exemple un peu bizarre, mais finalement, l'effort que tu as consacré en étalant ta progression, elle est moins forte que si tu l'avais fait d'un coup, tu vois. Donc tu serais moins épuisé et tu avancerais de manière continuelle, tu vois. Ça me fait penser aux 10 000 heures, il me semble que c'est 10 000 heures. En gros, il y avait une théorie comme quoi il faudrait 10 000 heures à une personne pour devenir experte dans un domaine. Et ces 10 000 heures, en fait, c'est travailler 10 000 heures dans un même domaine, une même activité, pour pouvoir être expert. Et ça prend du temps. Tout ça, c'est étalé sur plusieurs années. Donc, je sais pas combien d'années ça prendrait, mais je crois que si on fait genre 7 heures par jour ou quoi, ça prendrait peut-être 5 à 7 ans. Okay. Et oui, là, je pense que c'est le même principe que ce que tu dis. Tu gagnes 1% par 1%. Et c'est pas... tu peux pas faire 10 000 heures d'affilée, tu vois, ça prend du temps. Ouais. Et je pense qu'au début, c'est exponentiel. Genre, tu progresses plus vite. Et après, les derniers pourcents, ils doivent être plus longs à s'acquérir. C'est plus difficile. Ouais. Mais malgré tout, ça me fait penser à ça, en fait, que ouais, pour devenir le meilleur dans un domaine, ça prend énormément de temps. Je sais plus sur combien d'années ça représenterait, mais je crois peut-être 5, 7 ans, peut-être 10 ans. Ouais, c'est une bonne question. C'est long. Je sais pas. Après, sur quelle base 7 heures, 8 heures par jour? Parce qu'il y a des gens qui travaillent plus, par exemple, aussi. Donc, mais ouais, je pense que c'est propre à chacun aussi. Ça dépend comment s'étale, mais moi, on m'avait dit typiquement, pour apprendre un instrument, c'était ma prof qui me disait ça, elle me disait 30 minutes de violon par jour, c'était suffisant. Alors, pour être un virtuose, si tu fais ça toute la journée, ça ira plus vite, tu seras meilleur. Mais pour au moins être correct, une demi-heure par jour. Bon, finalement, c'est réalisable, une demi-heure. Hein. Ouais, si on prend une demi-heure son temps, même si on travaille à côté ou qu'on a un CDI ou je sais pas, tu prends une demi-heure et tu sais que tu vas t'améliorer en faisant ça. Exactement. C'est l'effet cumulé. Il y avait un livre là-dessus qui disait que, en gros, c'est ça, quoi. Si tu fais un tout petit peu chaque jour, sur du long terme, ça fait énormément, quoi. C'est fou, hein. Ouais, c'est fou. Et mais la méthode Kaizen, alors du coup, c'est pas une méthode en soi, parce que chacun peut interpréter cette méthode comme il veut. Mais par contre, ça peut le fait de prendre conscience, par exemple, de pouvoir s'améliorer 1% par jour, c'est déjà en soi une victoire, parce que ça veut dire que la personne elle a compris la philosophie de dire je prends 15 minutes tous les jours pour m'améliorer. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi la méthode Kaizen. Parce que en fait, c'était quelqu'un qui était parti au Japon et qui avait observé. J'ai pas du tout les sources, hein, je suis désolé. Mais en gros, il avait dit mais Tokyo, c'est parfait en fait, c'est incroyable, c'est une ville de 35 millions d'habitants, mais il y a des endroits très calmes à Tokyo, très propres et tout est ordonné. Et en fait, il disait que en gros, les Japonais, ils avaient déjà cette philosophie ancrée en eux, de dire en gros tous les jours fais un peu plus pour améliorer un peu ta vie, tu vois. Et ça rejoint un peu aussi ce qu'on avait dit avec le minimalisme, c'est qu'il y a des gens qui s'améliorent de cette manière-là, en disant je veux être la meilleure version de moi-même, un petit peu plus tous les jours, pas d'un coup évidemment, mais de dire voilà, par exemple, avant j'étais quelqu'un de très désorganisé, bordélique, maintenant je vais faire en sorte que mon objectif ça devienne une personne plus organisée dans sa vie, qui range un petit peu juste le fait de faire son lit par exemple tous les jours, c'est déjà une victoire, c'est énorme. Dire qu'avant je le faisais pas, maintenant je le fais. Et maintenant je me sens mieux parce que je me suis amélioré. Je suis meilleur dans ce que je fais. Donc,
Et ça, c'est génial. Franchement, juste de penser comme ça, c'est déjà énorme. Énorme. Bah après, c'est vrai que si ça peut rassurer les plus jeunes, enfin moi en tout cas, ce que j'aurais aimé entendre, c'est que ça prend du temps et c'est normal. Et comme je disais, admettons qu'il faille 10 000 heures pour juste être expert dans un domaine et que ça prenne allez, 5 à 10 ans, on est entre guillemets juste expert dans le domaine. On n'est pas encore le meilleur. Donc combien de temps est-ce que ça prendrait en plus pour faire partie des meilleurs, pour être le meilleur? Donc peut-être, je sais pas, 20 ans, j'en sais rien. Mais sur l'échelle d'une vie, en réalité, c'est pas toute sa vie, quoi. Et c'est normal que ça prenne du temps et que les meilleurs soient pas d'un coup, tu vois, direct. Et ça te rassurerait pas que, par exemple, je sais pas, tu rencontres le compositeur de tes rêves, un compositeur que tu admires, et qui te dise, mais en réalité, Flo, t'as pas besoin de te presser. En fait. Moi, j'ai été comme ça aussi, et tu as tout ton temps pour devenir virtuose en musique, par exemple, tu vois. Oui. Ça te rassurerait quelque part ou pas qu'ils te disent ça que pour lui rien n'était rose pour lui en fait. Et souvent il y a des gens comme ça qui s'expriment dans des conférences qui disent en gros moi mon compositeur ça a été un peu un accident de parcours. Souvent il y a des témoignages comme ça et ça rassure parce que on se dit ils sont tellement forts mais c'est pas fait du jour au lendemain cette force hein. En fait, j'ai déjà entendu plus ou moins d'interviews de compositeurs très connus, donc je sors pas ça de n'importe où. Donc oui, il y en a qui disent ça malgré tout. Ouais. Et ça te rassure pas ou c'est parce oui, que bien tu sûr. les crois pas parce que souvent on se dit non mais c'est pas possible, il dit ça pour nous faire plaisir mais en réalité c'est pas comme ça. Au début, je pensais qu'il disait ça pour être humble, et maintenant je comprends que non en fait. C'était complètement ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment vraiment tout prend du temps, c'est normal. Leur pensée. Ouais. Et puis après, il y a un côté plaisant. Il faut se dire, la vie est longue, et c'est comme un jeu vidéo, ça prend du temps avant d'arriver à la fin, quoi. Parce que si on a tout direct, c'est pas plaisant, donc tout prend du temps, et vu que c'est dur, au plus on fait quelque chose de dur, au plus la satisfaction est grosse. Je crois que ça rejoint le premier podcast, ce que tu disais, Yo, sur la dopamine. Mais oui, au plus c'est dur, au plus le nombre de personnes qui vont le faire sera réduit, au plus c'est satisfaisant, en fait. Et au plus on en tire un bénéfice gros. Pour repartir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de commencer à ranger sa chambre ou faire des choses dont on n'a pas l'habitude. Bon, déjà, c'est une idée d'un psychologue canadien qui parlait de commencer par ranger sa chambre pour que les choses aillent mieux dans la vie, que c'était un bon point de départ. Mais bref. Et sinon, il y a une autre idée. Pareil, je sais pas si je peux le citer, comment dire, Dis-le dans l'oreille. Non, le dis pas. Non mais bon, en gros l'idée, c'est d'imaginer qu'il y a le multivers et que dans le multivers, il y a une version de toi-même exactement la même que toi, avec ton passé, ton vécu, tout, et qui fait tout. À chaque fois que tu n'as pas la motivation de faire quelque chose, ben, cette version de toi-même dans le multivers, tu vois, par exemple dans Rick et Morty, il y a le multivers. Je sais pas si tu as le concept en fait du multivers. Oui, je crois que dans Rick et Morty, oui. Voilà, tu vois, donc un univers parallèle où il y a toi-même dans un autre univers, et à chaque fois que toi, tu as décidé de ne pas ranger ta chambre, ou de ne pas faire ci, ou de ne pas faire ça, ça change complètement. il y a une version de toi-même qui fait à chaque fois les choses que toi, tu n'as pas envie de faire. Et l'idée, c'est de se dire, parce qu'en fait, des fois, c'est trop dur de... Quand tu te compares avec d'autres gens, tu as tendance à te dire oui, mais lui, il n'a pas la même histoire que moi, il n'a pas le même vécu que moi, il n'a pas les mêmes sentiments, il n'a pas. Et donc, c'est pas comparable. Mais en fait, si tu commences à te comparer avec toi-même et à dire il y a un multivers et il y a un mec, à chaque fois que je fais pas quelque chose et que j'ai pas la motivation, lui, il le fait. En fait, au bout de une semaine, 2 semaines, 6 mois, 1 an, 10 ans, ce mec-là, il est à des années-lumière de toi. Alors que pourtant, c'est toi. C'est fou. Tu vois le concept ? Ouais, Alors, il n'est pas de moi, puissant, ce concept, mais je l'ai trouvé extrêmement intéressant et extrêmement valable. Et que donc, par conséquent, il ne faut pas être la version qui... Pour dire les termes. En fait, il faut être le meilleur de soi-même. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, non? Oui, en gros, en fait, c'est bête. Hein, on pourrait le résumer comme ça, mais c'est juste le fait de le conceptualiser et de l'imaginer pour de vrai. C'est-à-dire qu'imagine vraiment, il y a un multivers, il y a un Thomas dans le multivers, il a la même vie que toi, le même passé que toi, tout comme toi. Et à chaque fois que toi, tu ranges pas sa chambre, voilà, il part du même point de départ, mais en fait, à chaque fois que toi, tu rentres pas sa chambre, lui, il le fait. À chaque fois que tu décides de pas travailler 1 heure de plus ou de pas faire quelque chose que tu devrais faire, lui, il le fait. Et imagine ce mec-là, à combien il est de toi aujourd'hui. Bon, après, je dis ça pour... toi, c'est peut-être pas le problème, parce que c'est vrai que t'es quelqu'un qui est très... T'as de la motivation, tu travailles et tout. Mais moi, typiquement, j'essaie de me
d'utiliser ce concept pour me motiver, me pousser, parce que c'est vrai que très souvent j'ai tendance à procrastiner et à pas forcément faire ce que je devrais faire. Mais là, encore une fois, tu vois, là, tu dis ça. Mais moi aussi, hein, il y a des jours, je me dis, mais pourquoi je procrastine comme ça? Mais vraiment, en fait, je crois qu'on est très exigeant envers soi-même, extrêmement exigeant. En fait, on est les pires juges de nous-mêmes. Oui. Alors que d'autres personnes vont dire, non, tu fais déjà des choses incroyables, c'est super ce que tu fais et tout, pourquoi tu penses que c'est pas bon? Mais en fait, en réalité, c'est que moi, je me dis, c'est jamais assez. C'est vraiment. Donc après, à un moment, il faut aussi accepter que c'est pas toujours exactement comme tu voudrais, mais que c'est déjà largement suffisant pour les personnes qui sont autour de toi et qui veulent apprécier ce que tu fais, quoi. Et mais moi, je te dis carrément, c'est pas parce que j'ai une activité qui est prospère ces derniers temps que je doute pas. Que demain, par exemple, je me lève, je me dis, mais je fais pas assez en fait. Si dans 3 mois, j'ai plus le freelance, imagine. Donc, arrêter, c'est que en fait, il y a pas de. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, même pour les personnes qui ont prouvé toute leur vie ce qu'ils étaient capables. Je pense que même eux, ils doivent se dire, des fois, j'aimerais faire tellement plus. Alors que enfin, je pense que c'est difficile à mettre des mots dessus, mais c'est propre à chacun. Son parcours, ça regarde que chacun. Mais il faut aussi se dire il faut être fier aussi de ce qu'on fait en fait pour avancer et pas toujours être ultra critique envers ce qu'on fait parce que sinon on s'en sort plus quoi. On n'avance pas et on prend pas de plaisir alors que voilà c'est comme vous avez dit, c'est comme je crois Flo tu l'avais dit tout à l'heure, tu prends plaisir parce que on s'est lancé dans un truc et on n'a pas réfléchi à ça et on y prend du plaisir parce que justement on se juge pas là. On a décidé de mettre de notre côté nous-mêmes qui jugent en fait nous-mêmes. Je sais pas si c'est compréhensible. Oui. On a juste dit, on a accepté nos erreurs. Donc en fait, la personne qui critique, l'autocritique, on l'a mis de côté. Parce qu'on ne prend pas personnellement la chose. On se dit, c'est pas grave, tu vois. On a détaché, si tu veux, la création de ce qu'on fait avec la personne. Je sais pas si c'est clair, mais bon, enfin, vous me direz si. Vous pouvez rebondir si jamais vous avez un avis. Après, de ce que tu dis, en fait, quand on rentre dans une niche, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on rentre dans un domaine de compétences et qu'on acquiert des compétences pour être considéré comme bon dans ce domaine-là, on est bon en fait. Si on réfléchit juste basiquement, on est bon dans ce domaine-là. Point. Ensuite, dans ce domaine-là, on va se comparer aux meilleurs de ce domaine-là. Donc c'est vraiment ultra niche. Mais si on se compare par rapport au reste du monde, on est meilleur que les autres dans ce domaine-là. Oui. Et il faut pas oublier ça en fait. C'est-à-dire qu'on est bon. On est bon. On a travaillé suffisamment dur, on a eu les compétences, le talent pour être bon dans ce domaine-là. On n'est juste pas encore, entre guillemets, ou pas, le meilleur dans le monde entier, parce qu'on se compare avec Internet au monde entier. On se compare pas genre Oui, ouais, c'est pas au local, domaine, c'est vraiment le monde entier. Ouais, c'est ça. C'est pas genre je veux être le meilleur compositeur de ma ville, c'est du monde entier, tu vois. Mais tu te rends compte pas que c'est beaucoup, énorme. tu vois. En fait, ça C'est fait 6 colossal. milliards et demi d'individus colossal. à se comparer. Et en réalité, si t'es bon, t'es juste devenu bon là-dedans, c'est énorme, c'est énorme. Et il faut bien prendre conscience de ça. Et quand on réfléchit à ça, on se dit putain, ça va, je suis bon. Enfin, ce que je fais, c'est bon, c'est correct. C'est énorme. Et Et toujours prendre du recul, ouais. suffisamment bon pour fournir un résultat qui satisfait à des gens, par exemple des clients Ouais. qui ont besoin de tes compétences, qui est suffisamment bon pour que ça satisfasse des clients. C'est déjà énorme parce que si c'était mauvais, personne ne serait intéressé. ça aussi, oui. Et en fait, on a tendance à trop overthinker, à trop penser. Et là, ça devient négatif. Et se dire, ok, le monde entier, c'est juste cette niche-là, en fait. Mais pas du tout, le monde, ce n'est pas cette niche-là. Vas-y. Petite interlude, on reprend dans quelques secondes, à moins que Yo, tu veux dire quelque chose. Bon, bah, petite interlude, hein, excusez-nous. C'est l'heure de la potence, repentance. Et comment on dit? Comment on mange? Mais non. Donc ça comment on dit? Vous m'avez compris.
Fin de l'interlude. On parlait juste de. Ça va, oui, tu veux parler à la place. C'est pas vrai ça. Ouais, en fait, je venais Je d'avoir. me casse. On a fait une petite pause parce qu'on en avait besoin, parce que c'est très intense de ce qu'on parlait. En fait, je disais que la réalité, finalement, comme disait Flo, d'être très bon dans ce qu'on fait, on est déjà bon dans ce qu'on fait. Et là où la clé, je pense, pour vraiment combattre un peu le perfectionnisme, c'est cette idée de versionnage. On a évoqué tout à l'heure cette idée de versionnage. C'est avant tout de détacher personnellement du travail qu'on fait, parce que c'est souvent personnel quand on veut faire quelque chose de bien. C'est toujours très personnel. On se dit que c'est le reflet de nous-mêmes, alors que la réalité, c'est pas ça. C'est comme on a dit, hein, il y a des artistes qui ont complètement bidé sur des projets qui pensaient bons, enfin voilà. Mais en fait, c'est la peur qu'on a de confronter ce qu'on fait aux autres. Alors que la réalité, pour confronter les autres, il faudrait se détacher du travail qu'on fait et de se dire finalement que nous, on produit quelque chose. Donc voilà, je prends un exemple, hein. Je vais faire un design de page web. Je vais le présenter au client. Le client va me dire, mais en fait, il aime bien le projet. S'il m'embauche, c'est que il aime bien le projet. Par contre, il a des améliorations à faire. Et c'est les améliorations qu'il faut prendre, pas personnellement, mais justement des améliorations pour améliorer ce travail-là qu'on fait. Et si on arrive à faire en sorte que les critiques, elles ne sont pas envers nous, parce que c'est souvent ça en fait, hein, on fait l'amalgame, on dit que les critiques qui sont faites sur notre travail, c'est en gros on nous attaque, alors que pas du tout, c'est complètement faux. En fait, la personne en face va pas vous attaquer sur votre travail, sur vous, il va attaquer sur le travail, et c'est différent. C'est complètement différent. C'est un processus, ce travail. C'est un produit de nous-mêmes, mais ça n'est pas nous-mêmes. C'est complètement différent. Je pense que tu as absolument raison. Et qu'il faudrait, comme dirait l'autre, dissocier l'artiste de l'art. Oui. Mais c'est ça en fait. C'est que quand tu fais quelque chose, il faut pas y mettre ton. Pas avoir la sensation que c'est personnel. Pas y mettre ton âme. Dire c'est juste un travail et c'est pas moi. Et ça, c'est dur quand tu produis quelque chose de dire c'est pas moi. Entre guillemets. Oui, Non, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que si tu produis quelque chose et que tu as tout ton âme, toutes tes émotions, comme tu disais pour la première musique, et qu'on te dit c'est de la merde, tu as l'impression que c'est toi la merde. Ouais. Alors qu'en fait, c'est le travail. Et réussir à dissocier son âme du travail, tu vois. Et oui, parce que souvent, on dit que c'est c'est une prolongation de soi-même, le travail. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que on se définit par notre travail. On peut se définir par énormément de choses dans la vie. Et là, en l'occurrence, c'est se définir par le travail ou un accomplissement personnel. Et je dis pas qu'il faut arrêter, je pense que c'est très bien. Mais il faut arrêter quand c'est nul. Il faut arrêter quand c'est nul. Typiquement, il y avait des études qui montraient qu'en cas de divorce, souvent, les hommes qui avaient tendance à commettre un suicide, en gros, c'est souvent parce qu'ils perdaient tout ce qui les définissait en même temps. C'est-à-dire, ils perdaient leur femme, souvent, ils n'avaient pas la garde, donc ils perdaient leurs enfants. Et souvent, c'était lié parce qu'ils perdaient leur travail en même temps, ou il y a ça. Donc, étant donné que pour beaucoup de personnes, ces trois aspects-là de la vie, c'est ce qui les définit, c'est très 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 dur à vivre. Et si tu as plus de choses dans la vie qui te définissent, je pense que ça peut peut-être être moins difficile. Malgré tout, attention, il y a des personnes qui sont des énormes autistes mentaux et qui mettent tout dans un seul truc dans leur vie, et ça devient les meilleurs en fait. Mais vraiment les meilleurs absolus. Le pendant, malgré tout, c'est que souvent, il y en a, ils sont un peu dépressifs. Bon, il faut faire un choix, hein. Donc, l'idéal, c'est d'arriver à avoir une chose qui nous plaît beaucoup, tout mettre dedans, mais aussi avoir d'autres choses si jamais ça ne marche pas. Voilà. Ah oui, du coup, de ne pas être juste passionné par quelque chose pour justement avoir ce détachement-là qui adorait à améliorer notamment le truc, quoi. Je dis ça, je suis pas du tout hein, là-dessus. Moi, je suis dans l'autre pendant, mais bon. Mais en fait, je pense qu'on peut être passionné que dans une seule chose, mais c'est vrai qu'avoir plusieurs passions, ça permettrait de se dire, bah, en fait, si ça marche pas ou si ça plaît pas, bah, c'est pas grave, j'ai d'autres passions finalement.
Et on se détache facilement de ce qu'on fait parce que c'est pas la seule chose qui nous définit. Il y a plusieurs choses qui nous permettront de définir un peu ce qu'on fait, quoi. Non, mais t'as raison, c'est de savoir comment tu te définis. Mais c'est vrai que c'est pertinent de dire, pour devenir le meilleur dans un domaine, à un moment donné, il n'y a que le travail. Bon, il y a un peu le talent, mais la majorité de tous les gens qui réussissent, tu te dis que c'est le travail. Mais en fait, c'est des gens, comme tu dis, qui font ça H24 le plus possible et qui ont fourni 10 000 fois plus de travail que le mec moyen. Et c'est pour ça que c'est les meilleurs dans ce domaine-là. Donc, comment tu fais pour, d'un côté, fournir un maximum de travail dans un domaine, et de l'autre côté, réussir à t'en détacher pour pas que ce soit ta seule définition? Je n'ai pas la solution du tout pour le moment, vraiment. Et en fait, ça me fait penser à des personnes qui sont ultra compétitives dans un domaine ou plusieurs domaines différents, genre Schwarzenegger, où vraiment, non mais tu lis genre leur bio ou quoi, tu regardes docu sur lui ou d'autres, c'est vraiment pas maladif, mais c'est un but. C'est dès le plus jeune âge, le but c'était d'être le meilleur. Donc, et après, alors, par exemple, pour reprendre l'exemple de Schwarzy, lui c'est même dans plusieurs domaines. C'est-à-dire, je crois qu'il avait 14 ans, il voulait vraiment être le meilleur bodybuilder au monde. Une fois qu'il était le meilleur bodybuilder au monde, il voulait être le meilleur acteur au monde. Bon, alors ça c'est discutable. Après, il voulait être dans la politique, etc. Mais quoi qu'il arrive, c'est son motto. Il est drivé par ça, être le meilleur. Il y a des gens qui sont pas drivés par ça, hein. Ils sont beaucoup plus chill dans la vie. Mais C'est inspirant malgré tout. parce que lui, c'est son objectif finalement. Ouais. Peu importe quoi qu'il arrive, quels sont les obstacles, c'est qu'il a une vision claire de là où il veut y arriver au final, c'est être le meilleur bodybuilder du monde. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont être, et moi c'est ma théorie en tout cas, qui sont devenus les meilleurs parce qu'ils ont justement réussi à détacher ce travail et de le soumettre à un maximum de personnes et de recevoir des critiques pour améliorer le travail. Parce que si tu confrontes pas, en fait, finalement, ce que tu fais, tu t'améliores pas. Parce que tu n'as pas ce retour-là de ce que tu fais. Le travail, alors si ça plaît qu'à toi, tant mieux. Mais si tu veux que ça plaise aux gens, il faut forcément le soumettre aux gens. Parce que tu peux pas te définir comme étant le meilleur ou même que les gens te reconnaissent comme étant le meilleur si tu leur soumets pas ce travail-là. Souvent, c'est avec la peur de l'échec, on ne veut même pas le montrer ce travail. Donc en fait, ça complique encore plus la barre de progression parce qu'on se confronte pas. On se dit, voilà, j'ai fait une musique, je donne un exemple, mais je fais une musique, T'as fait une elle musique est bien, mais que pour moi-même. Ouais. Mais peut-être pour les autres, c'est pas fou, je sais pas. Alors que si on dépassait cette idée-là et de se dire finalement, moi j'ai envie de le montrer aux gens et j'ai envie de m'améliorer. Donc qu'est-ce que je fais? Je montre la musique et les gens ils me font des retours. Donc les retours sont constructifs, c'est super positif, même si c'est pas toujours positif en termes de compétences. Mais en tout cas, ça montre un chemin. Et tu construis ton chemin de progression parce que tu vois les opportunités d'amélioration. Alors si tu le vois comme ça, c'est génial parce que tu vas faire que progresser. Alors que si tu ne vois pas ce chemin-là parce que tu refuses en fait finalement t'as trop peur en fait de te faire juger, mais en fait tu vois pas l'horizon de ta progression, donc tu t'améliores pas parce que tu sais pas vers où en fait t'améliorer. Et je pense que c'est super important d'être conscient de ça. Et peut-être que Schwarzy, il a eu plein d'erreurs dans sa vie, hein, dans le bodybuilding. Je pense qu'il a eu des bides aussi. Mais il avait cette idée d'être le meilleur bodybuilder. Donc peu importe comment il arrive, il faut qu'il soumette en fait son travail. Et je pense qu'il n'a pas fait tout seul aussi. Il a pas appris tout seul à faire du bodybuilding. Il n'a pas appris tout seul à travailler ses muscles. Je pense qu'il a été accompagné par des gens qui ont été critiques envers lui et s'est amélioré de cette manière-là. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est avec les gens qui nous entourent. Ça, il avait dit d'ailleurs, parce que on le prend souvent comme exemple en disant que c'est un homme qui s'est fait tout seul. Et il avait justement dit que non, au contraire, c'était grâce à l'aide de tous les autres qu'il avait pu devenir ce qu'il était. Mais malgré tout, en fait, c'est un peu l'esprit shonen. Genre, le problème, c'est que c'est dur. C'est de la souffrance pour devenir le meilleur, l'esprit un peu shonen. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, Schwarzy, ou même d'autres personnes comme lui, genre Jean-Claude Van Damme. C'est vraiment, mais ça les drive, hein, c'est leur... c'est une obsession. C'est vraiment, ils sont obsédés par ça. Final. Mais des fois, j'aime bien regarder des biographies des gens comme ça. Et apparemment, genre Van Damme aussi, genre quand il était
fin ado, et genre dans ce club de karaté, il était imbuvable parce qu'il disait à tout le monde qu'il allait être une superstar. Enfin, vraiment. Et il y a deux façons de faire, et celle qui est la plus valorisée, en tout cas la celle dont on parle le plus, c'est celle qui est plus qui rend plus dépressif, un peu comme Jean Schwarzy ou JCVD, où vraiment c'est une obsession et toute la vie tourne autour de ça. Et je pense que c'est un déséquilibre dans la vie, mais malgré tout ça permet de faire des choses énormes en fait. Je pense que ça fait partie des choses qui permettent d'être le meilleur. Maintenant, il y a d'autres personnes, je me souviens plus des noms, je crois qu'il y a Warren Buffett, il y a un autre milliardaire, il fait souvent de la planche à voile là. Eux, ils ont l'air très très chill, ils sont chill je pense aussi, et ils ont une approche de la vie qui est totalement différente, mais malgré tout, je pense qu'ils ont aussi ce désir d'essayer d'être le meilleur, mais il y a aussi des concours de circonstances qui font que, étant donné qu'ils ont été bons, ils sont montés, et ils sont devenus parmi les meilleurs dans leur domaine. Mais malgré tout, ceux qui réussissent le plus, je pense que c'est vraiment... ça passe par un déséquilibre. C'est vraiment une obsession d'être le meilleur. Et j'ai pas de solution à ça pour le moment, mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. C'est bizarre ce bruit. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est. Enfin, pas beaucoup de gens, mais. La question du sacrifice. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as un rêve, pour l'atteindre, tu es obligé de tout sacrifier pour réussir ton rêve. Et si tu fais pas ça, c'est ton rêve le sacrifice. C'est-à-dire, si tu veux, je sais pas, être riche quand tu es jeune, tu as ceux qui sont le frugaliste, je crois. Donc, ouais, non, ils ont un travail. Genre, ils gagnent pas forcément énorme, mais pendant 10 ans, ils ont pas de vie, ils économisent absolument tout. Et le but, c'est de partir à la retraite à 35-40 ans. Et en fait, ces gens-là, ils ont leur rêve, donc c'est de devenir plus ou moins riches. Et pour ça, ils vont sacrifier 10 ans de leur vie et tout sacrifier. Alors que d'autres vont pas sacrifier ça, mais ils vont pas être riches et prendre leur retraite à 40 ans. Et donc, c'est la question de quel est ton rêve, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier, et est-ce que tu es prêt à sacrifier ton rêve pour avoir une vie normale, une vie sociale, une famille, etc. Ou est-ce que tu vas tout sacrifier pour atteindre ton rêve? C'est super intéressant. Et après, je pense qu'il n'y a pas de meilleur objectif, puisque les personnes qui veulent sacrifier 10 ans de leur vie pour avoir leur indépendance financière à 40 ans, par exemple, il pourrait aussi avoir tout simplement des personnes qui peuvent bien vivre de leur vie au quotidien et qui voient plus le parcours comme étant le but de leur vie que la finalité d'arriver à une indépendance financière. Parce que je crois qu'il y avait beaucoup aussi il y avait une interview par exemple de personnes qui avaient gagné plusieurs millions, ou même qui avaient gagné, je crois qu'il y avait un gars qui avait gagné 1 milliard d'euros, ce qui est énorme, hein. C'est très difficile de passer du palier de millionnaire à milliardaire. Oui. Et cette personne-là, on lui a posé la question, c'est quoi du coup votre objectif maintenant que vous avez atteint 1 milliard? Et là, la personne, elle dit, c'est une très bonne question, parce que mon objectif toute ma vie, c'était d'atteindre 1 milliard. Et qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai atteint mon objectif? En fait, finalement, l'objectif final, c'est peut-être un but vers lequel tendre, mais personnellement, par rapport à ma vie, je pense que le parcours, c'est super important, parce que c'est la manière comment on a vécu et qu'on a réussi, ça a tellement plus de saveur, et c'est ce que tu disais par rapport au sacrifice, Flo, et à la passion, parce que c'est la passion, c'est le sacrifice aussi, hein, c'est relié. Les deux termes sont très proches, mais c'est le moyen qu'on a mis, en fait, les moyens avec ce qu'on a comme bagage, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus talentueux que nous, mais c'est le parcours qui est super important. Et il y a des gens qui pas forcément atteindront leurs objectifs, mais qui sont heureux de comment ils ont mené leur vie jusqu'à leur objectif. Et ils se disent finalement, c'est pas si mal que j'avais un objectif, même si j'ai pas atteint 100%, parce que on peut pas tout avoir dans la vie, mais il faut être content de ce qu'on a. Et ça, c'est super important. Ce sont des choix de vie. C'est ça, complètement. Souvent, là on parle de professionnel, mais c'est ou ta carrière professionnelle ou ta vie privée. Souvent, c'est ça qui est mis en parallèle. Quelqu'un peut rater sa vie. Quelqu'un peut réussir sa vie professionnelle, mais rater sa vie privée. Souvent, on dit ça. Ouais. Mais après, est-ce que, par exemple, il y a des personnes qui ne considèrent pas avoir raté leur vie professionnelle, par exemple,
parce qu'ils s'estiment heureux, parce que c'est pas parce que, par exemple, je donne un exemple, ils ont pas travaillé pour des grosses entreprises dans leur domaine, qu'ils se sentent ratés. Ah, bien sûr, moi je dis pas du tout que. Parce que, Ouais, en fait, je pense que les objectifs de chacun sont évidemment, très différents. c'est Il y objectif a des de gens vie. qui considèrent que leur vie elle est réussie parce qu'ils ont travaillé avec les plus grosses entreprises du monde dans leur domaine, ou il y a des gens qui considèrent qu'ils ont réussi leur vie parce qu'ils ont travaillé avec des bonnes entreprises, mais qu'ils ont, par exemple, ils n'ont pas sacrifié leur vie personnelle au profit de la vie professionnelle. Donc en fait, finalement, il y a plein de manières de réussir sa vie à sa façon. Et après, je parle aussi, par exemple, aux personnes, l'objectif aussi qui pensent que leurs objectifs de vie, c'est de se comparer aux autres. Par exemple, je donne des classiques, hein, mais acheter un appartement, acheter une voiture, avoir une famille, tout ça. Après, il y a des gens qui sont heureux sans forcément être passés par ces cases-là. Et c'est pas plus mal, en fait, finalement. Parce que c'est un peu ça. L'idée, c'est d'avoir ses propres objectifs qui nous correspondent. Et c'est tout. Vraiment. Pour reprendre notre maître à penser Jean-Claude Van Damme, il disait dans une autre interview que il s'excusait entre guillemets auprès de ses enfants parce que il n'avait pas passé beaucoup de temps pour les élever et qu'il espérait qu'ils comprenaient ça parce que il avait fait passer sa vie professionnelle avant sa vie privée. Donc lui, il a vraiment voulu être le plus connu possible, enfin en tout cas être un acteur reconnu et un petit peu au détriment de élever ses enfants à être présent pour eux. C'est, je pense, quelque chose qu'il ne contrôle pas et qu'on ne contrôle pas. C'était vraiment son motto, son objectif. Il y en a, leur objectif, ce sera tout à fait différent. Ils vont, entre guillemets, pas rater leur vie professionnelle, mais pas s'y investir, mais s'investir dans le fait d'avoir des enfants, de bien les élever, d'être présent pour eux. Et c'est ça vraiment le but de leur vie. Il y a vraiment, c'est des oppositions, quoi. Et ceux qui arrivent à concilier les deux, bravo, je pense que c'est l'idéal, mais c'est difficile. En fait, on ne peut pas vouloir être le meilleur dans quelque chose si on n'est pas tout son temps là-dedans. C'est-à-dire qu'avoir des enfants, par exemple, c'est entre guillemets du temps gâché et pas passé pour pouvoir être le meilleur, là où un autre le fera et il sera meilleur que toi. On ne peut pas tout faire. Et c'est très très difficile. Et souvent, il y a l'exemple, c'est des personnes qui ont des enfants, mais avaient des rêves de carrière et tu sais, ils t'en parlent à chaque fois que tu les vois. Ah oui, là, si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Donc, je pense que c'est en nous et on est tous différents et il faut suivre ce que nous on veut et au maximum. Après, il peut arriver des moments dans la vie où on change. On a voulu être le meilleur quelque part et finalement on a envie de réussir sa vie privée. Il y a un manque qui peut potentiellement se créer. Je suis pas assez vieux donc j'en sais rien pour dire ça fait un retour là-dessus. Mais ouais, tout dépend. Tout dépend des gens. Malgré tout, ceux qui sont inspirants, souvent c'est un peu des autistes du travail. Hein, Après, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que le plus important, finalement, vraiment de se questionner de qu'est-ce qu'on veut réellement, sans jugement, sans porter de jugement sur ce qu'on veut. Parce que souvent, on a peur de faire quelque chose et que ça ne correspond pas, par exemple, à ce que la famille attend de toi. oui, Ça ne correspond pas aux normes sociales. Je sais pas, j'en sais rien. Il y a plein de... Alors qu'en réalité, il n'y a rien qui empêche de faire ce qu'on veut. Euh, Après, dans le respect de tout le monde, évidemment, hein, pas faire non plus du sale, mais faire des choses qu'on a vraiment envie de faire, et c'est le plus important. Euh, Surtout qu'on dit jamais assez, hein, mais on se questionne jamais assez aussi sur ce qu'on a réellement envie de faire. Ou alors on sait, mais on veut pas passer à l'action parce qu'on a peur d'être jugé. Et ça, enfin voilà. Mais voilà. Ouais. Après, on évolue, c'est-à-dire qu'à un instant T, on va vouloir une chose et avoir telle envie, mais peut-être que dans 10 ans, comme on disait tout à l'heure, l'objectif va changer. C'est-à-dire qu'au début, ça va être professionnel, après, ça va être personnel. Tu vois, on évolue en plus. Donc, ouais, je pense qu'il faut se questionner, Sur le chemin, ouais. mais éviter surtout de, je pense que c'est la pire chose, refouler quelque chose en nous. Je pense que c'est quelque chose vraiment d'extrêmement pernicieux pour tout le monde. Et être conscient de ce que l'on veut réellement au fond de nous et de l'exprimer et d'essayer d'être en adéquation dans notre vie et dans nos actions parce que sinon ça crée il y a des problèmes tout simplement dans notre vie et on peut pas être Et après, on n'est pas motivé aussi parce que c'est pas vraiment ce qu'on veut faire en fait. Donc on n'est pas à fond. en plus oui mais surtout le moral et je pense qu'on peut cacher
ça à soi-même, se le cacher à soi-même, et essayer de le refouler. Il y en a beaucoup qui le font. Je pense que c'est la pire chose à faire. Et essayer vraiment d'être OK avec soi-même. C'est-à-dire que si c'est pas tout à fait d'accord avec votre entourage ou des normes sociétales, en tout cas avec soi-même, d'être OK sur ce que l'on veut et l'on est et ses objectifs. Si l'objectif c'est telle chose, OK. Bon, entre parenthèses, malgré tout, les personnes comme Jean-Claude Van Damme, je les trouve extrêmement inspirantes parce que ils sont réussis à aller très haut. Dehors, cette personne. Ouais, mais en fait, c'est vraiment l'esprit shonen. Je sais que c'est pas bon pour la vie privée, mais je peux avoir que de l'admiration et du respect pour ces gens-là. Parce que vraiment, ils ont fait des choses qui sont, j'estime, presque surhumaines en fait, en termes de résistance à tout. De résilience, Résilience, tout ça, c'est fou. Hein. Mais surtout, je reprends l'exemple de Van Damme, mais genre, pendant 10 ans, il n'avait rien. C'est-à-dire que aux États-Unis, pendant 10 ans, il faisait que des petits boulots en essayant de gratter des castings. Et il n'a eu pendant 10 ans aucun signe, aucune lumière, rien. Et la résistance de faire ça pendant 10 ans c'est énorme. Hein. Et quand tout le monde, évidemment, quand tu racontes ça, te dit d'arrêter, de changer de voie, il serait temps d'arrêter, tu vois. Ouais. Il a bien fait de pas arrêter, mais je veux dire, la résistance mentale, c'est énorme et j'ai un énorme respect pour ce mec. Enfin, pour ça, vraiment, c'est bravo. Il y a lui, il y a Jim Carrey aussi, je crois que pendant plus de 10 ans, c'était pareil. Enfin, bravo à ces gens-là, c'est des forces de la nature et je m'en inspire. Et la résilience et la capacité à garder cap sur l'objectif. D'ailleurs, ils disent tout ça hein, dans les interviews. Ils disent si tu avais un conseil à donner à toi plus jeune, et quasiment tous ils disent ne t'arrête pas, continue comme ça, même si ça marche pas, continue, t'arrête pas. De fait d'avoir la motivation et de jamais s'arrêter de faire de poursuivre leur objectif. Et dans le même genre, j'ai entendu pareil un truc de motivation. Un mec qui disait si demain je te dis que je t'attends au milieu du désert en Australie avec un chèque de 10 millions d'euros, mais que t'as que 48 heures pour me rejoindre. Oui. Est-ce que tu fais tout pour venir le chercher et tout ? Et on est d'accord qu'on est tous, on dit oui, on y va, on part même maintenant, on laisse tout comme ça, on prend le premier billet d'avion, le plus cher, on s'en tape. Et oui, parce que c'est on fonce et on laisse tout parce qu'on est sûr qu'au bout du chemin, en fait, il y a le mec avec le chèque. Là, c'est un exemple, mais ça pourrait être n'importe quelle autre forme de réussite. Et en fait, je pense que la clé, c'est de s'auto-persuader qu'il va y avoir un résultat et que c'est vrai. En fait, il faut croire en soi. C'est con, hein, comme. En fait, croire en soi, typiquement, avec cet exemple-là, il y a un mec qui t'attend à l'autre bout de la planète, est-ce que tu fais tout pour aller le chercher en 48 heures ? Bah oui, évidemment. Mais pourtant, tu le fais pas pour toi, juste parce que t'es pas sûr que ça va marcher. Peut-être, je vais pas faire parce que ça va peut-être pas marcher, etc. Machin. Et en fait, il faut y aller, et quoi qu'il arrive. Il y a une chose aussi, c'est le fait de ne pas avoir de signes. Quand tu n'as pas de signes pendant une longue période de temps, comme je disais 10 ans pour Van Damme, mais qu'est-ce que c'est dur de croire en toi encore ? 10 ans. Oui, mais il était persuadé. À tous les coups, il était même fanatique en fait de son idée. C'est fou. Ouais, c'est ça. Hein. Et en fait, c'est une machine que personne ne pouvait stopper. En fait, exactement, même si, c'est extrêmement inspirant. Et je pense que même, par exemple, je sais pas, il a fait que des petits boulots pour tenir justement, mais son idée, c'était pas de faire des petits boulots. Et son idéal, c'était plus loin que ça. Et finalement, il a réussi à devenir acteur reconnu en plus. Hein. C'est pas un petit acteur. Hein. Il a fait beaucoup de choses. Hein. Mais ouais, c'est fou. Et donc, en fait, c'est auto-persuadé. Donc, ça veut dire que littéralement, ton cerveau il est en train de dire mais c'est ça la réalité en fait. Alors que la réalité, elle n'est pas encore arrivée. C'est génial. Je pense qu'il y a une chose aussi, il faut se dire sur son lit de mort, est-ce que le fait d'avoir arrêté, je le regretterai toute ma vie ? Ou est-ce que ça va, c'est bon ? Parce que, comme je disais, pour les exemples des personnes qui avaient un enfant, qui mettaient une croix sur leur carrière professionnelle, jusqu'à la fin des temps, de leur vie, ils en parlent. Je trouve ça horrible et extrêmement triste. Il faut se dire, est-ce qu'à la fin de ma vie, je serai comme ça, ou je n'aurai aucun regret ? Et ça n'a pas marché, Mais tu as fait le maximum et tu es en paix avec toi-même, en fait. Je pense que c'est vraiment la meilleure approche à avoir. Dans le même genre, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit un bouquin qui travaillait genre en maison de... Comment ça s'appelle, là où les gens meurent ? Non, un autre truc, mais un peu pareil, tu sais. Ouais, non, mais un truc de fin de vie. Et il disait qu'il avait interviewé plein de gens et que ce que la plupart des gens disaient leur plus grand regret, c'est d'avoir trop travaillé. Il y a beaucoup plus de gens qui disaient j'ai trop travaillé plutôt que j'ai pas assez travaillé, j'ai élevé mes enfants. Il y a personne qui a dit je suis pas devenu footballeur pro sur son lit de mort. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont dit j'ai trop travaillé.
Donc ça, c'est à prendre en... Non. Alors voilà, moi je pense que les gens qui regrettent d'avoir trop travaillé, ils n'étaient pas forcément leurs propres patrons. C'est ça. En fait, ils ont Parce pas qu'en fait, si travaillé sur leur propre objectif, voilà, mais pour les objectifs de quelqu'un. C'est ça, c'est qu'en fait, quelqu'un qui est payé pour ça. au lieu de travailler pour leur propre rêve, ils travaillaient à réaliser le rêve d'un autre. Donc c'est encore plus frustrant. C'est-à-dire que, un, t'as pas fait ton rêve à toi, et deux, t'as pas élevé tes enfants parce que t'étais concentré sur le pro. Mais en tout cas, je pense qu'il y a plus de gens qui disent j'ai trop travaillé que de gens qui disent oh merde, j'ai élevé mes enfants. Et après, il y a un autre aspect qu'on n'a pas trop abordé, mais je pense que c'est pas une fatalité de travailler pour quelqu'un d'autre, parce que ça peut être un tremplin pour réaliser son propre rêve. Et de se dire que bah, là, le mec, il est en train de faire son plus gros kiff de l'histoire, parce qu'il a créé une entreprise qui fonctionne bien et qu'il a recruté des salariés. Moi, je trouve que c'est génial. Et de se dire c'est encore plus génial de se dire, en tout cas de s'auto-persuader, parce qu'on a dans cette logique-là, de dire finalement que cette personne, c'est tant mieux, que ce que je lui apporte, ça lui permettra d'avancer. Mais il faut aussi se dire il faut que ça m'aide, et comme étant un tremplin, dire voilà, que ça soit en temps d'argent ou tout ce que vous voulez, si ça vous permet d'avoir la stabilité financière, de bien réfléchir à votre objectif par la suite, et ben si on a un objectif, finalement, c'est pas tant une corvée finalement de travailler pour cette personne, parce que ça va m'apporter le temps nécessaire pour nourrir mon propre objectif, et de dire bah, par la suite je vais rebondir, je vais faire ça, je vais faire un truc encore plus grandiose que jusqu'à présent. Et c'est comme Jean-Claude Van Damme, bah, il a fait que le petit boulot, donc c'est pas très valorisant, mais lui s'en foutait finalement que ça soit pas valorisant. Au contraire, peut-être qu'il était reconnaissant envers les personnes qui l'ont embauché pour faire des petits boulots, pour justement réaliser son rêve d'acteur. Et il a fait. Eh bien écoute, il faudra l'interviewer et l'inviter au prochain podcast. Ça serait génial. Et il disait que malgré tout, il ne regrettait pas ce qu'il a fait, d'avoir priorisé sa carrière par rapport à réussir entre guillemets sa vie privée et être plus présent avec ses enfants. Donc je pense que ça dépend des gens. Si vraiment c'est... Après, il travaillait pas pour quelqu'un, c'était vraiment son rêve. Il y a des personnes pour qui réaliser son rêve, c'est plus important que tout. Et lui, je pense qu'il est en paix avec ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il disait dans l'interview. Plus que tout, en fait. Après, il y a des personnes sur leur... Enfin, il faut pas avoir de regrets, en fait. Il faut pas avoir de regrets dans ce qu'on fait aussi. Il y a aussi des personnes qui disaient sur leur ligne mort que c'était passer plus de temps avec la famille, avec les enfants. Et en fait, c'était juste profiter des petits moments simples, plutôt que d'avoir la tête dans le guidon, à réussir sur d'autres choses, quoi. Ce tempo, là, comme disaient les Chinois, bah, prendre le temps juste de profiter des petits moments simples. Après, il y a des gens, par exemple, leur objectif, c'est de dire, moi, je veux être heureux avec ma famille, je veux pas rester dans les sommets, ça m'intéresse pas. Mais mon objectif, c'est juste d'être heureux. Et c'est tout à fait un objectif aussi valable que tous les objectifs des autres personnes. Donc ça dépend, c'est toujours pareil. Il faut le faire à son échelle, il ne faut pas le faire à l'échelle du meilleur ou de la personne qui est inatteignable, quoi. Il faut le faire à sa propre échelle, qu'on pense que c'est réalisable, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Typiquement, c'est beaucoup dire que il faut plus prioriser la vie professionnelle que la vie personnelle, c'est-à-dire avoir des enfants et passer plus de temps à élever ses enfants, à être près de ses enfants, que de passer ce temps-là à le mettre dans sa carrière professionnelle. Les deux sont valables pour moi et les deux sont très beaux, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ouais, mieux que l'autre. C'est un objectif également extrêmement beau que d'avoir un enfant et de l'élever. Et tout aussi beau que de s'accomplir professionnellement. Pour moi, les deux sont des accomplissements égaux. Vraiment, les deux se valent. Et il n'y a pas un qui est moins bien que l'autre. Enfin, bah, du coup, on a bien parlé. On a bien parlé. Ça fait combien de temps qu'on parle maintenant ? Ça fait, je vois, c'est en minutes. Ça fait combien ? Ça fait 1h18 minutes. Eh ben, non, je crois que c'est le plus long podcast qu'on ait pu faire jusqu'à présent. Non, s'il te plaît, non. Sinon, tu vas faire encore plus de travail à faire. Mais bon. Si je pense que c'est un sujet qui nous concerne énormément, en plus qu'on travaille dans des milieux artistiques. Donc, c'est souvent des... Je pense que c'est des sujets extrêmement récurrents pour les personnes qui travaillent dans ces milieux-là. Pour finir sur une note un peu badante et un peu triste, c'est que le pire dans tout ça,
typiquement pour devenir acteur, tu vas à Los Angeles, il y a des centaines de milliers de personnes qui font pareil que Van Damme et pour qui ça ne décollera jamais. Pareil pour devenir footballeur, pareil pour devenir plein de choses. C'est ça qui rend fou. C'est-à-dire qu'il faut croire que ça va marcher, même si statistiquement, en fait, ça ne marchera pas. Et tu peux devenir complètement nihiliste et dire ça n'a aucun sens, ça ne marchera pas et ça sert à rien. Mais je pense que Van Damme, il a changé la matrice. Hein. C'est pas Non, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il faut que malgré le fait que si tu es rationnel et que tu regardes de manière purement statistique, tous ces trucs-là, en fait, ça ne marchera jamais. Dis pas ça. Vous allez tous mourir comme des merdes. Vous n'allez pas profiter de votre vie et vous allez mourir. Ça peut potentiellement ne pas marcher. Oui. Et vous allez sacrifier votre vie privée pour rien. Mais oui, tous les mais auditeurs de encore une Flotoyo fois- réussissent de toute façon. Encore une fois, 100%. moi je pense que c'est le parcours. Qui est Non, mais très c'est ça. important. Donc, Parce que je pense qu'il faut croire malgré tout. Même si mathématiquement tu dis mais il y a des millions, Oui. et il faut quand même y croire. Oui, mais après, il y a par exemple des gens, ces gens-là qui vont à Los Angeles veulent devenir des acteurs d'Hollywood. Je te donne un exemple. Ils se disent, je ne deviendrai pas un acteur Hollywood, mais si je m'étais pas fixé de devenir l'objectif de devenir un acteur d'Hollywood, jamais j'aurais fait tout ce travail. Et Oui, ça fait peut-être partie que du chemin, en finalement, fait. ils vont C'est ça qui est- rebondir sur qui est quelque génial. chose, ils vont justement faire un cap d'objectif plus réaliste à ce moment-là, et ils vont être quand même acteurs, mais sur je sais pas, sur Hollywood, ils vont pas jouer avec Brad Pitt ou tu vois, mais qui vont faire quand même des choses qui sont sympas. Donc après, c'est encore une fois, l'objectif, c'est un cap. Mm. Et il y a des gens qui arrivent à l'atteindre, des gens qui arrivent pas à l'atteindre. Mais les gens qui arrivent pas à l'atteindre, ils vont peut-être se dire finalement, je suis content de l'avoir fait, tu vois. Et je regrette pas. Non, mais Et en des vrai, je suis carrément d'accord. C'est un chemin. Et ce qui compte, c'est le chemin parcouru, en fait. C'est ça. Et, C'est l'objectif. et peu importe si t'as pas réussi, si t'as avancé tout ce chemin, tu peux regarder derrière toi et dire voilà tout ce que j'ai fait. T'es fier, Alors voilà. que si t'as rien fait et que t'es Voilà. resté sur place, bah là t'es sûr d'avoir des regrets. Quoi qu'il en soit, tu en sors grandi en fait. C'est ça. Donc, tout ça, ça va te servir dans ta vie parce que peu de personnes auront fait autant d'efforts. Donc tu peux l'adapter sur d'autres choses que tu peux mettre en place. Hein. Tu peux rebondir sur plein de choses en fait, au final. L'expérience que tu acquiers est énorme. Et même moi, je me dis, je sais pas, mon freelance, il fonctionne bien, parce que c'est mon activité, je fais du freelance. Mais peut-être dans 2 ans, ça fonctionne plus, parce que le marché ne veut plus de moi. Mais je me dis, mais en vrai, c'est pas grave. Mon objectif, c'est d'être heureux aussi. Donc, mon objectif, c'est de m'améliorer, parce que moi, j'adore le design, c'est un sujet qui me passionne. Bah, peut-être que je referai du CDI pour quelques années, j'en sais rien, mais dans une boîte qui m'inspire. Et après me dire, bah, j'aurais appris mes erreurs que j'aurais pas dû faire en freelance, bah, je rebondirai et je repartirai. Et on a plusieurs souffles, hein, finalement, dans la vie. Hein. C'est pas parce qu'on est arrivé au bout d'un souffle, quoi. C'est la vie, elle est terminée, quoi. Au contraire, c'est juste un cycle qui repart sur un nouveau départ. Il y a des choses que vous avez probablement dû voir. C'est des questions qui sont posées à des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent. Et on leur donne 2 cas. On leur dit, ok, cas 1, on te donne un pécule important, mais on t'enlève toute l'expérience que tu as acquis ces dernières années. Ou alors, on te donne 0, tu pars de 0, mais on te laisse l'expérience que tu as acquis. Et tous choisissent l'expérience pour pouvoir rebondir. Tous. Oui, parce que tu vas savoir comment faire, donc tu vas Exactement. pouvoir partir plus facilement. Il y a beaucoup de personnes qui sont des monstres, genre ils réussissent dans un domaine, un peu comme Schwarzy, et ils choisissent ils se lassent, ils choisissent un autre domaine, ils partent de 0, et ils essayent de monter, et ils font ça en chaîne. Donc je pense que le fait qu'ils arrivent de plus en plus rapidement à réussir à monter dans les autres domaines, c'est parce qu'ils ont acquis de l'expérience, et ils savent l'appliquer et voir les patterns récurrents dans les autres domaines. J'ai vu beaucoup de vidéos avec un mec chauve et il a fait beaucoup de métiers différents et à chaque fois il a réussi. Il est devenu astronaute, médecin, pompier. Je pensais que c'était sérieux. Non mais blague à part, il y a vraiment un mec. J'ai vu passer un post où en fait c'est ça, je crois il a fait les forces spéciales. Après il a fait un autre truc comment ça s'appelle, de la physique ou des trucs comme ça, et après il a fini astronaute. Enfin ouais, il a dû faire sa force spéciale, docteur et astronaute, un truc comme ça. Et il faisait des blagues par rapport à l'autre mec. Okay. Mais donc oui, il y a des profils comme ça qui existent. Oui, là c'est des forces de la nature. Hein. Non, c'est génial, franchement, on a parlé.
À tes souhaits. Désolé, les allergies du moment. On a parlé énormément de choses sur le perfectionnisme. Je sens que ça suit. Oui, c'est un sujet qui est intéressant. Évidemment, c'est pas du tout parfait. Bon, c'est pas grave, on n'est pas parfait. Mais c'est génial. Si. C'est génial d'en parler. Bon, bah merci à tous d'avoir écouté. Et puis on va conclure là-dessus. C'était intéressant. Donc si vous avez des retours, si vous avez des objectifs qui vous drive, si vous êtes obsédé par ça, vous pouvez laisser en commentaire. Si vous avez un avis sur la dichotomie entre l'objectif privé et personnel, et si vous aussi vous êtes perfectionniste, vous pouvez laisser un commentaire là-dessus. Et si vous avez des inspirations ou quoi, voilà. Voilà. Bisous. Merci. Exact.